Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention, ou pas, des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à la Forteresse Noire. Aujourd'hui, on parle de Crawl, sorti en 1983 et réalisé par Peter Yates, avec Ken Marshall, Lisette Anthony, Freddie Jones, Alan Armstrong, David Bately, Bernard Bresslaw, Liam Neeson, Robbie Coltrane et Francesca Annis. Je suis Mathieu et sachez que mes descendants vont régner sur le monde du podcast. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on commence comme officiellement, s'en va vers la 6e année du podcast. La semaine passée, c'était l'épisode de 5e anniversaire. Fait que là, je sais pas si ça veut dire qu'on s'en va dans une nouvelle direction ou quelque chose. Tout simplement, aujourd'hui, c'est ça, on fait un film qui n'est pas franchisé, parce que j'essaie de faire ça un petit peu plus depuis la dernière année. C'est un film un petit peu que dans une lignée pas rapport au ce que c'est rare que je suis allé dans ce sens-là. J'ai touché un peu les Conan il y a quelques années, mais du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu pour diversifier les choses. Je fais beaucoup de choses un peu diversifiées dans la dernière année, puis c'est ce que j'essaie de faire aussi dorénavant, d'essayer de toujours un petit peu m'aligner dans de nouveaux horizons, tout simplement. Fait que là, je choisis un film Crawl, qui est un film de 1983 qui était pas mal dans un air où on avait comme une renaissance de ce genre de film-là. Puis même, ça fait partie d'un lot quasiment. Parce que, on avait eu un film, Excalibur, en 1981, Dragon Slayer en la même année, on avait en 82 le Beastmaster, The Sword and the Sorcerer. Il y avait beaucoup de films dans ce genre-là. Puis bien sûr, Conan, où il y avait quand même eu aussi, il avait fait quand même un bon succès au box-office. Fait que, c'était un peu l'air de ça. Puis, il va même en avoir plusieurs par la suite. On va avoir l'histoire sans fin. On va avoir le labyrinthe aussi, quelques années plus tard, avec David Bowie et Jennifer Connelly. C'est un temps qu'on essayait d'évoluer dans le cinéma, dans ce côté-là. C'est sûr que ça va être beaucoup comme un peu la retombée de Star Wars, d'essayer de mélanger plusieurs genres ensemble, le genre de science-fiction et de médiéval au travers de ça. Puis c'est un peu ce que ça va donner avec le film. Le film originalement devait s'appeler The Dragons of Crawl. Puis on l'a laissé tomber les dragons parce que si vous avez vu le film, vous savez qu'il n'y a pas de dragon dans le film. Fait que on a laissé tomber ça. Le réalisateur Peter Yates, que lui avait réalisé qui était reconnu pour avoir fait pratiquement 2 films dans le fond. C'est peut-être qu'il était un peu préparé pour ça, mais il avait fait les films Bullet de 1968 et le film Breaking Away de 79 quelques années avant, puis que du coup, ça aurait été pas mal à partir de ces films-là qu'il aurait été approché pour être le réalisateur du film. Okay, le film, ils vont l'avoir filmé aussi en Italie, puis bien sûr au Pinewood Studios, où ce qu'on filmait les films de James Bond. Dans le fond, c'est des très gros studios. Le film va avoir coûté quelque chose comme 27 millions à produire, mais il va avoir rapporté quelque chose comme 16 millions. Fait que, en bout de ligne, déjà pour faire son argent, il faut se dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose comme 40 millions. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de promotions. Il y avait des films,
des jeux vidéo là, qui avaient été en cours de développement pour le film. On avait fait beaucoup de promotions à l'époque, mais c'est ça, c'est sûr qu'avec les recettes là, de 16 millions, ben ça l'a comme un peu là, mis un terme là, à pas mal toutes la production puis de matériel supplémentaire quand on voyait que c'était une bombe. Les critiques n'étaient pas nécessairement là, favorables non plus, là, mais un peu pourquoi on parle du film aujourd'hui, ben c'est devenu là, par la suite là, un film culte. Alors voici un petit résumé du film. L'histoire se déroule sur une planète lointaine où un prince nommé Colwyn doit sauver sa bien-aimée, la princesse Lisa, des griffes d'un être maléfique appelé la Bête. Pour ce faire, Colwyn doit trouver une arme puissante appelée la Glaive qui lui permettra de convaincre de vaincre la Bête et de libérer la princesse. Colwyn se lance alors dans une quête périlleuse, accompagné d'un groupe de compagnons hétéroclites, chacun possédant une compétence spéciale. Ensemble, ils affronteront des créatures mystiques, des pièges mortels et des sbires de la Bête dans une lutte pour sauver le royaume et leur amour. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est très standard, c'est très fantastique, c'est très, tu sais, de histoire là, très simpliste. C'est le prince qui essaie de sauver sa bien-aimée, là. C'est vraiment là, simpliste comme histoire. Ce qu'on va y jouer, là, on va y rajouter là, comme une thématique un peu là, science-fiction, comme je parlais tantôt, probablement là, influencé là, par Star Wars, où ce qu'on va vraiment mettre là, des éléments là, qui n'ont pas rapport là, avec le médiéval, puis juste comme essayer de combiner ça. Sûr que c'est une histoire aussi là, de grandir. Dans le fond, on va voir le prince Colwyn qui est comme dans la métaphore là, va devenir comme majeur, où ce que dans le fond ça va être affronter la vie. Où qu'au début, ben, il est comme il y a tout son royaume alentour de lui pour dans le fond tout va bien en guillemets là, à la maison, puis finalement ben, il est précipité là, dans la métaphore de la vie où ce que dans le fond il va tout perdre, puis dans le fond il va devoir tout reconstruire là, par lui-même en rencontrant ben du monde, puis finalement ben, en accomplissant son destin. Puis en même temps ben, on va avoir une genre là, d'autres métaphores au travers de ça là, avec les croyances. On peut même placer ça un petit peu avec amour, n'achète pas, n'est pas achetable dans le fond. Dans le fond, qu'est-ce qui est bien, c'est pas les valeurs monétaires, là, c'est vraiment là, plus les sentiments et tout ça là, que, en tout cas, on va prôner beaucoup ça là, dans le film là, tout dans le fond là, ce qui va vaincre le mal à la toute fin là, de l'histoire, ben, c'est ça, c'est l'amour là, de les deux personnages principaux. Alors, moi, mon point d'entrée là, pour le film, c'est un film que j'ai vu quand j'étais vraiment jeune. Pour dire, ben honnêtement, c'est pas quelque chose que je me suis rappelé, mais en tout cas, je suis retombé sur ce film-là là, dernièrement. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, pour dire ce que je pouvais me rappeler là, du film, c'était pas mal le Cyclops. Je pensais qu'il y avait un plus gros rôle à la toute fin, là, mais en tout cas, c'est ça, c'est pas mal tout ce que je pouvais me rappeler. Là. Il y a quelques petits éléments là, qui revenaient là, tranquillement en écoutant le film, mais c'est quasiment essentiellement là, un premier bon réécoute du film, parce qu'il y a des affaires qui me disaient quelque chose, mais tous les contextes, tout ça. Puis des fois, là, peut-être que j'ai mélangé des affaires un peu avec d'autres films aussi là, de l'époque, mais c'est juste un retour là, à ce film-là, puis que c'est ça, c'est essentiellement là, quasiment mon premier
première écoute. Hein. Mais à l'époque, j'étais quand même fan de ce genre de film-là. Où ce que, tu sais, le film que j'ai écouté vraiment en boucle, là, il y avait un film avec Lou Ferrigno qui s'appelle Hercule. Dans le fond, là, il y avait même une suite là, quelques années plus tard que c'était un peu le même genre. Puis, dans le fond, comme je l'ai mentionné au début du podcast, il y en avait plein là, à l'époque là, de ce genre de film-là. Puis, fait que tout ça se mélange un peu dans l'idée, là, mais c'est ça. Fait que c'est pas mal là, mon point d'entrée là, pour le film. Le film commence où ce qu'on voit, ce qu'on va appeler peut-être un. Ben, c'est pas un vaisseau, dans le fond, là, c'est la forteresse noire qui. Et comme peut-être là, un vaisseau impérial de Star Wars, on avait eu l'Empire contre-attaque là, en 1980, 3 ans avant. Dans le fond, c'est la même année là, qu'on allait avoir le retour du Jedi. Puis c'est ça, dans le fond, où on commençait peut-être à être habitué là, de voir des gros vaisseaux là, dans l'espace. Mais là, dans le fond, c'est carrément là, une forteresse qui se promène de planète en planète, mais qui est rendue sur la planète, ben, elle peut se téléporter partout sur la planète, là, dans le fond. Là, pour dominer là, la planète. On a vu là, en train d'arriver là, à la planète Krull, qui est le nom du film. Pour un certain instant, là, dans le générique d'ouverture, en voyant là, la forteresse se promener, on entend la musique là, de James Horner, qui est notre compositeur aujourd'hui. Pour un certain temps, j'ai juste pas renommé à renoter, dans le fond, là, quand est-ce que James Horner avait fait là, la musique là, pour ces 2 films de Star Trek. Puis pour un instant, je me suis dit, c'est dommage, parce que dans Star Trek, j'aime bien sa trame sonore de Star Trek 2. Et là, j'étais en train d'entendre la musique, puis ça, c'est avant que je me rende compte que c'était James Horner qui faisait la musique. En premier, je me disais, ben, la personne qui fait la musique aujourd'hui, c'est pas mal là, un copier-coller là, de qu'est-ce qu'on a fait là, comme trame sonore de Star Trek 2. Après ça, pour me rendre compte que c'était James Horner qui faisait la musique, je me suis dit, ok, c'est beau, le gars s'est copié. Mais en tant que tel, juste rapidement, je pensais que Star Trek 2 avait été fait suite à ce film-là aujourd'hui. Star Trek 2 a été fait en 1982, donc un an avant le film d'aujourd'hui. Fait que, c'était un petit peu un soulagement parce que, comme vous savez bien, là, ben, Star Trek est près de mon cœur. Mais c'est ça, quelque part, ben, c'est ça. La musique là, aujourd'hui, ça va vraiment être la trame sonore là, de Star Trek 2 ou Star Trek 3. Là, dans le fond, c'est la même maudite trame sonore là, pour ces 2 films-là. Ça fait que la trame sonore, je la déteste pas. C'est sûr que rendu au 2e écoute du film, j'avais commencé plus à au moins me ressentir plus à la trame sonore spécifique au film. Mais la première écoute du film, j'entendais juste Star Trek tout simplement. Puis je trouvais que ça marchait pas tout à fait parce que je m'attendais tout le temps à ce que les thèmes établis là, dans les 2 films de Star Trek reviennent, puis bien sûr, ben, ça sonne pareil, c'est les mêmes instruments, c'est le même genre d'arrangement, c'est juste qu'on a changé les notes, mais c'est ça, c'est le 2e écoute là, qui était plus facile là, dans le fond là, pour tout ingérer ça en tant que tel, puis pouvoir avoir un peu de recul là, surtout. Le premier écoute, dans le fond, là, je l'ai fait là, sur ma télé, là, 55 pouces comme d'habitude. Le 2e écoute, dans le fond, hier, j'ai comme tout repeinturé mon sous-sol, puis j'avais un projecteur, je sais pas, j'en ai déjà parlé au podcast, puis dans le fond, c'est parce que j'avais une toile, mais la toile était pas correcte, là, dans le fond, pour pouvoir écouter des films dessus, parce que elle fait juste comme noircir tout l'écran, la manière, le tissu que la toile elle faisait, fait que j'ai décidé de tout repeinturer mon sous-sol au complet en blanc, puis pouvoir utiliser le mur direct, puis c'était le premier film que j'ai réussi à écouter là, sur mon projecteur, puis dans le fond, au lieu d'avoir un écran là, de 55 pouces, ben je l'ai mesuré avec mon garçon, puis ça nous donne un écran là, de 113 pouces, fait que ça a fait vraiment là, une belle affaire là, à regarder là, pour le visionnement, pour le 2e visionnement, puis c'est un film que je vais pas toujours être bien gentil avec le film, ben je serai pas nécessairement méchant là, tout le long du podcast, je vais voir quand même là, toute l'ambition qu'on a faite avec le film. On a vraiment essayé là, de mettre le paquet visuellement, même si des fois là, on va arriver puis se dire que ça finit juste avec un certain produit là, qui aurait pu donner plus, mais
certains visuels. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un film qu'on va voir beaucoup j'imagine en Italie, parce que c'est là qu'on a filmé. Puis, tu sais, dans le fond, là, des grands paysages. Puis, c'était bien le fun là, de voir ça. C'est sûr que c'est une copie Blu-ray, c'est pas une copie. Peut-être qu'en 4K, ça aurait mieux paru là, avec les détails un petit peu moins de pixels. Mais c'est quand même un film que visuellement que j'ai apprécié là, voir là, comme premier visuellement là, sur ma nouvelle. Pas ma nouvelle parce que ça fait quand même 2-3 ans que j'ai mon projecteur, mais la manière qui a été établie, puis que de voir comment que c'était plus clair, puis que dans le fond, là, c'était le meilleur move que j'ai fait. Là. J'ai quand même apprécié beaucoup avec le visuel. Puis c'est ça, ça commence avec l'entrée, avec la forteresse qui se ramasse à la planète Krull. On a un narrateur qui nous explique un peu là, tout ce monde fantastique-là, où que dans le fond, on va avoir un mariage, puis que dans le fond, qui a la bête là, qui arrive, qui domine toute la galaxie, puis que dans le fond, il se promène de planète en planète là, pour dominer. Là, puis dans le fond, c'est carrément juste un machin, tout carrément. Là, ça sent but en tant que tel. Ce qui est plate là-dedans, c'est qu'on le verra jamais vraiment comme. On va juste comme voir sa motivation, c'est que lui va vouloir se marier avec la princesse pour pouvoir dominer là, ce monde-là. Et c'est comme vraiment simpliste. On complique pas les choses. Il faut quand même aussi revenir comme idée de base sur Star Wars de 1977 que c'était ça comme histoire de base, c'était je veux dire le prince qui va sauver la princesse puis le méchant. Aujourd'hui, je pense qu'on va encore plus basique puis on se complique vraiment pas la tâche. Puis, c'est tellement peut-être trop basique pour qu'est-ce que, avec l'univers là, qu'on va essayer de créer. Peut-être qu'on essaie là, d'aller chercher vraiment là, toute la clientèle au complet. Puis, un peu pendant le film, on va essayer d'approfondir ça. Mais on va toujours y aller un peu en surface. Peut-être qu'on essaie d'y aller juste aussi comme en introduction au monde, où ce qu'on va faire une suite, puis on va pouvoir plus élaborer, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait là, avec Star Wars en bout de ligne. Le premier film nous introduit à l'univers, puis le deuxième film, on commence à explorer là, des nuances dans cet univers-là. Puis tu sais comment c'est plus facile dans le fond d'arriver là, comme un genre de conte de fées tout simplement pour introduire l'univers puis tous certains éléments qu'on va pouvoir élaborer plus tard. En tout cas c'est comme ça que je vois ça aujourd'hui. Puis c'est sûr que tu sais on va y aller vraiment avec l'idée facile que tu sais la bête elle a l'air là, de la créature là, du Black Lagoon puis tu sais dans le fond c'est contre des humains puis tu sais qui paraissent bien, puis qui sont en guillemets là, parfaits, là, je veux dire, qui ont de l'air tout sans. En tout cas, je veux dire, sont tous dans la fleur de l'âge, tout ça. Fait que, on y va peut-être avec cette métaphore-là, juste, vraiment pour mettre ça simpliste. Là, ce qu'on va savoir, c'est que dans le fond, on va essayer d'avoir une union de deux peuples, dans le fond, qui vont se marier. Puis, dans le fond, ce qu'on va savoir, c'est que leur enfant va régner là, sur la planète Krull. Puis, la manière que, à cause de la musique, puis la manière que c'est tout apporté, ça a l'air tout être bien rose. Mais, si on enlève un peu la musique, puis on essaie là, de juste analyser là, qu'est-ce qui est dit, ça veut dire quand même qu'il va y avoir un règne suprême. Mais, à quelque part, est-ce que ça va être une bonne personne ou pas. Là, on va nous dire que c'est Colwyn et Lisa qui vont devenir là, le prince et ou le roi et la princesse là, de la planète. Puis, ça nous dit pas grand-chose. C'est sûr que c'est ça, justement. C'est simpliste comme idée que les deux là, sont en fleur de l'âge, sont tous ils paraissent très bien à l'écran, tandis que quand on va voir les morceaux de la bête, là, parce qu'on voit jamais vraiment la bête là,
vraiment bien. Là, c'est toujours un petit peu là, dans du brouillard. On voit un œil, on voit la main qui sort. C'est juste un peu par l'idée que la bête est super énorme, mais c'est ça. On voit que c'est une créature. Puis juste par définition, c'est un monstre. Fait que c'est un monstre, donc il est méchant. Puis c'est dans le fond, lui veut se marier avec la princesse. C'est peut-être un concept qui a été repris là, dans le Super Mario Bros. Là, quelques années plus tard en jeu vidéo. C'est juste la grosse créature qui veut se marier avec la princesse, mais c'est ça. Quelque part, bien sûr, on essaie là, d'apporter là, tout ce que j'ai parlé tantôt, mais c'est ça, c'est très simpliste comme idée. Fait que, sauf que si on va arriver un petit peu avec les côtés, là, juste avoir l'auditoire élargie. Au début, ça va être quand même un petit peu brutal là, comme intro. Dans le fond, on va voir là, les deux royaumes là, qui vont être prêts là, à se marier, mais pendant là, la cérémonie de mariage. On y va un petit peu vraiment le plus simpliste possible. C'est comme si les parents ne s'entendent pas vraiment, mais en bout de ligne, avec les enfants qui vont se marier ensemble, ça va faire que vont être réunis ensemble. Peut-être un petit peu de Roméo et Juliette là-dedans, mais en bout de ligne, là, on n'élabore pas là-dessus. On va voir là, toutes les... ils appellent ça les Slayers. Moi, je vais appeler ça les chevaliers là, en français. Là, j'ai aucune idée parce que même sur le Blu-ray, j'ai pas accès à la version française. C'était vraiment un Blu-ray là, très strict minimum. Il y a au moins un menu. C'est pas le film qui part directement. Je me rappelle pas le film là, que j'ai couvert dans le passé parce qu'il y avait aucun menu. Je pense que c'est Steel. Le film commençait direct, pas de menu. C'est direct. Mais c'est ça, tout simplement. Là, le film, au moins, il y a une sélection de... pas de sélection de langage, il y a un menu. C'est au moins ça, mais tant qu'à ça, on aurait dû partir directement le film. Mais c'est ça. En tout cas, fait que, on a la bête là, qui envoie là, son armée de chevaliers là, ou de soldats attaquer là, le royaume puis faire le massacre total. Puis là, c'est là qu'on voit un petit peu là, tous les genres de technologie qu'on a. Que c'est ça, on essaie de mélanger tout ensemble. Tant qu'on met de l'épée, mais quand on commence à utiliser là, les armes blanches, c'est ça, on voit un peu d'électricité au travers de ça. Ça fait très Star Wars au travers de ça. C'est pas des sabres laser, mais c'est juste le fait là, qu'on remet des couleurs par-dessus, puis tous des effets visuels par-dessus. C'est sûr que on a des coups de laser aussi là, des pistolets au laser là. Ça joue un petit peu là, dans tout qu'est-ce qu'on avait établi mettons dans Star Wars. Mais c'est ça, tu sais, fait que on voit tous les personnages, là, les parents là, de notre prince et princesse qui se font tuer au travers de tout ça. Honnêtement, je parlais là, que j'écoutais Hercule, mais tu sais, quelques années plus tard aussi, on allait avoir les maîtres de l'univers, là, qui est un... que je pense qu'ils ont pris des choses de ce film-là, là, notamment quand on voit là, la forteresse, le méchant là-dedans, le Skeletor, me semble que sa forteresse ressemble beaucoup à qu'est-ce que on a là, avec la forteresse noire dans le film aujourd'hui. Puis dans le fond, on va avoir transposé ça là, en dessin animé. Puis que finalement, on a fait une version live action du film là, de Maître de l'Univers avec Dolph Lundgren. Là, je pense que c'était en 1987. Avec c'est sûr, avec plusieurs acteurs connus là-dedans. Là, vous pouvez toujours vérifier ça là, si mettons vous aimez le film d'aujourd'hui. Parce qu'en bout de ligne, là, j'avais comme des flashbacks quasiment là, que ça ressemblait beaucoup au Maître de l'Univers. Là, en fait d'esthétique, en tant que toute la manière là, que ces scènes-là là, se déroulaient, c'est vraiment très similaire en fait de visuel. Bon, les Maîtres de l'Univers partent dans une totale autre direction par la suite, mais comme intro à l'univers, je trouve que c'était très similaire en tout cas. Fait que puis comme j'ai dit, c'est ça, le film de Crawl, je m'en rappelle pas assez là, dans le temps, puis j'ai peut-être tout mélangé ça ensemble là. Ça fait quand même un petit bout que j'ai écouté Les Maîtres de l'Univers, pas si longtemps que ça parce que je l'ai en Blu-ray quelque part, mais c'est ça, je veux dire, c'est peut-être éventuellement là, je pourrais faire un genre de follow-up là. De toute façon, ils veulent faire un nouveau film là, de Maître de l'Univers, fait que peut-être que je ferai ça là, éventuellement.
Fait que tout le monde est pas mal tué, à part Colwyn, que lui, il s'est fait blesser, puis il se fait laisser pour mort. Suite au carnage là, des deux royaumes. Puis là, ben, c'est ça, on a le personnage de Inir qui va comme se pointer. Là, lui, dans le fond, là, il allait probablement au mariage ou quelque chose de même. Puis évidemment, ben, c'est ça, c'est lui là, qui va venir aider là, Colwyn. Là, il va comme devenir un peu son Obi-Wan Kenobi, ou ce que dans le fond, ça va être un peu son mentor, un peu là, pour le replacer un peu. Là, dans le fond, c'est comme le premier là, de plusieurs, où ce que dans le fond là, c'est Inir là, qui va être comme le premier, où ce que il va comme un peu le diriger, puis après ça, ils vont trouver un autre personnage plus loin qui va un peu le rapprocher là, de la forteresse, puis ça va être ça là, pas mal tout le restant du film. Le personnage là, de Inir, qui est joué par Freddie Jones, était peut-être l'acteur un peu plus de renom là, qu'on a là, dans le casting aujourd'hui. Il avait fait quand même là, plusieurs films, là, des films connus, mais ça restait quand même là, pas une grosse vedette. Je pense qu'on a essayé de l'apporter comme une grande vedette aujourd'hui, mais c'était pas nécessairement là, c'était peut-être le plus reconnu qu'on a sur le plateau. Il va y avoir une actrice plus loin là, qui était aussi peut-être reconnue, mais dans tous les acteurs et actrices aujourd'hui, c'était vraiment là, tous des acteurs là, qui n'étaient pas des vedettes ou du monde vraiment reconnu. Probablement aussi, ça l'aidait le fait là, de ne pas avoir de stars sur le plateau par rapport que il y a beaucoup d'effets visuels puis beaucoup d'affaires à faire. Fait que, quand les acteurs n'ont pas de renommée, ben, ils peuvent pas vraiment se plaindre s'ils doivent attendre sur le plateau ou faire plusieurs affaires, tandis que quand on a une star avec une, que dans le fond, là, ils vont se dire, ben là, je suis en train de perdre mon temps sur un plateau. Surtout que, il faut quand même revenir, même si on avait Star Wars quelques années avant, c'était pas, si mettons, on pense justement à Obi-Wan Kenobi, là, Alec Guinness, lui, dans le fond, là, il tripait pas sur le plateau là, du Star Wars original. Lui, il venait d'un autre temps où on se cassait pas la tête vraiment avec les effets spéciaux. Puis c'est ça, quelque part, si on y pense, là, c'est pareil pour pas mal beaucoup d'acteurs. C'est comme je veux pas dire un nouveau genre qui arrive, parce qu'il y avait quand même là, quelques effets, des films où on essayait de faire des petites affaires, puis même des émissions de télé comme Star Trek dans les années 60. Mais c'est ça, c'est plus facile dans le fond d'avoir des acteurs non connus, puis essayer là, de mettre l'emphase là, sur l'univers. Là, notre acteur principal, là, Colwyn, qui est joué là, par Ken Marshall, lui, dans le fond, il était acteur là, dans une série télé, là, Marco Polo. Fait que c'est probablement pour ça là, qu'il a eu le rôle. Mais c'est ça aussi. Dans le fond, là, ça va être le seul film là, qui va être billé là, comme le acteur titre. Tous les autres, là, dans le fond, ils vont être juste acteurs de soutien. Pareil pour Lisette Anthony, elle va avoir une meilleure carrière là, par la suite là, que M. Marshall, mais sauf que comme M. Marshall, ben c'est ça, il n'était pas reconnu du tout là, avant le film d'aujourd'hui, puis dans le fond là, ça va lui donner quand même une chance de faire quelque chose avec sa carrière. Peut-être qu'elle va avoir une meilleure carrière là, que M. Marshall. Bien sûr, M. Marshall a apparu là, dans quelques épisodes de Star Trek, mais à part de ça, j'ai pas grand chose là, que j'ai vu là, dans sa filmographie. Là. Madame Anthony, je l'ai croisée à quelques reprises. Là, mais c'est pas vraiment là, la grande carrière non plus. Là, puis sans diminuer là, son travail. Là. Alors, on arrive à 20 minutes du film. La prochaine heure du film va être pas mal toute une séquence là, de quête, d'aventure, où ce qu'on va pas mal rencontrer là, tout Colwyn là, qui va rencontrer plusieurs personnages là, qui vont l'aider dans sa quête de les secourir, là, la princesse Lisa.
Puis là, c'est ça. Ben, dans le fond, là, la première quête qu'il doit accomplir, là, c'est de trouver là, le glaive. C'est un genre là, d'étoile là, de ninja là, avec 5 lames qui sortent de ça. Il va devoir tout gravir une montagne, puis finalement, ben, il va se ramasser en haut. C'est qu'en montant, le visuel, comme j'ai dit là, sur mon 113 pouces, là, c'était quand même assez le fun de voir ça. C'est le côté visuel. Quand il arrive en haut, je me dis, bon, peut-être que je pensais un petit peu à l'enfant sacré du Tibet, là, où il y avait quand même là, une genre de dernière épreuve rendue en haut, qui était sorti, un film qui est sorti quelques années plus tard là, avec Eddie Murphy. Ben, il n'y a absolument rien. En bout de ligne, il rentre là, dans une grotte, puis il va juste regarder là, une genre de flaque de lave à terre. Puis là-dedans, ben, il se trouve le glaive. En tout cas, je trouve juste ça qui manque un petit dernier quelque chose. Je trouve que c'est comme un peu trop facile. Pas aussi bien là, l'avoir mis là, sur vraiment là, à pleine vue, avec toutes des lumières dessus. C'est genre sur un piédestal, là. C'est quasiment ça qu'il aurait dû faire rendu là. Là, c'est ça, le glaive est perdu comme dans de la lave, là, tout ça. Puis, dans le fond, là, lui, il peut ramasser ça. Il n'y a pas de problème parce qu'il est genre l'élu ou quelque chose de même, là. Puis, en tout cas, je trouve juste que ça tombe un peu à plat pour aller chercher le glaive. Il devait avoir peut-être plus une genre là, de combat, quelque chose de même, là, qu'on comprenne qu'il y a plus de cœur en arrière, puis que il est prêt, ou qu'ils doivent faire quelque chose à part juste monter une montagne. Là, c'est bien correct. Là, on voit que c'est dangereux, il y a des éboulements, des affaires de même. Là, mais il fallait peut-être quelque chose en haut qu'il affirme le fait qu'il est prêt, il est digne là, de ramasser le glaive. Fait que il redescend de là, puis il continue sa quête. Il va tomber comme par hasard. Il y a le magicien là, Ergo qui va se pointer, qui va apparaître là, comme par magie. Puis c'est ça, qui est joué là, par David Bately. Mais c'est ça, ce personnage-là, il va se servir vraiment là, comme un peu là, pour alléger le ton, pour faire rire un peu. Il va toujours être en train de lancer des sorts de magie, mais ça va jamais marcher. Il va toujours être en train là, de vouloir transformer du monde en canard. Puis finalement, ben, c'est lui qui va se ramasser en canard. Puis c'est ça un peu tout le long du film. Là, il va faire plusieurs bites là, pendant tout le film. Là. Il y a un bout qui va se transformer en cochon, puis il va se transformer en chien. Quand il va être en chien, ben, on va voir le jeune enfant là, de Titch qui va se joindre plus tard. Là. Fait que, dans le fond, ça va faire un peu. Leur amitié va comme un peu s'élaborer un peu à cette partie-là. Mais c'est ça, c'est juste un peu pour rajouter là, des personnages, mais à part de ça, c'est comme il va y avoir tellement de personnages qui vont se rajouter à la longue, puis quelque part, ben, qu'ils vont commencer à mourir tranquillement à la fin, ben, il n'y aura pas tant d'impact que ça. Puis, la nécessité de chaque personnage n'est pas vraiment, ben, c'est pas vraiment vendu là, dans le fond, pourquoi ils ont besoin de tous les personnages. Lui, dans le fond, c'est ça, Ergo, c'est lui qui va percevoir le personnage de Cyclops qui est un peu en train de les suivre là, tout au long là, pour quand même là, un bon 10-15 minutes du film avant que Cyclops se joigne à eux autres. Cyclops, l'acteur qui mesurait 6 pieds 7, Bernard Bresley, qui c'est ça, dans le fond il a mis un genre de maquillage avec un œil. En tout cas, je me rappelle que j'étais jeune là, c'était quelque chose qu'on parlait moi là, puis mes amis là, c'était comme un peu spécial l'idée du Cyclope, quelque chose qui va avoir été repris justement. Je parlais de Maître de l'univers tantôt. Ben c'est quelque chose que il y a un personnage qui est un Cyclope justement. Eux autres dans le fond sont comme genre immortels, mais éventuellement ils vont mourir. Puis dans le fond ils ont le fait qu'ils ont perdu leur œil puis qu'ils ont juste un œil, ben dans le fond ils vont savoir le moment
moment de leur mort. C'est un peu ça qu'ils ont en échange. Mais c'est ça, tu sais, bien que l'acteur est quand même assez grand, là, 6 pieds 7, ben, il y a quand même là, des genres de protèges là, qui vont le faire paraître encore plus grand aussi. Puis c'est correct qu'il est très imposant comme acteur, la manière qu'il est apporté. Je pense que c'est le genre de Chewbacca peut-être pour le film, mais je dirais que même au moins comme Chewbacca, il y a peut-être un peu plus là, de présence. On s'en sert un petit peu plus, là, contrairement là, à notre cher être de, je sais pas moi, 7 pieds et demi là, poilu là, de Star Wars. Rien contre Chewbacca, mais je sens qu'on se sert un petit peu plus là, de Cyclops proprement là, dans le film aujourd'hui. Mais avant ça, on va avoir eu la connaissance là, des genres de bandes de voleurs ou qui vont être un peu mercenaires au travers de ça. Parce que dans le fond, on va pas vraiment là, cette idée là, une fois là, que Colwyn va juste comme un peu les aborder au lieu de dans le fond qu'il y ait un combat pour qu'ils se défendent, ben. Le chef de la bande, là, Torquil, qui est un acteur là, que j'ai vu à quelques endroits là, suite au film d'aujourd'hui, là, Alan Armstrong. Puis c'est ça, dans le fond, ils vont comme prendre un peu un deal ensemble là, parce que dans le fond, c'est comme des rescapés là, des anciens prisonniers. Mais c'est ça, il y a bien sûr là, voyons. Colwyn, lui, il se promène avec la clé pour pouvoir libérer là, le chaîne. Dans le fond, ils n'ont plus de chaîne, là, ils sont juste avec le côté menottes. Ils n'ont pas de problème, là, ça fait juste les faire des bracelets. Puis l'entente est comme qu'il peut comme les libérer là, les bracelets là, à la toute fin là, de la quête. Mais j'aime quand même l'idée de ça. Parce que, dans le fond, Colwyn, il est prêt à vraiment les débarrasser là, de le bracelet, mais l'idée va être qu'il garde le bracelet là, juste comme pour comme lien là, avec tout ça, puis qu'à la toute fin, ben, ils peuvent se libérer de ça. Puis même à la toute fin, ben, c'est ça, il va décider de les garder là, comme pour se remémorer de ça. Fait que j'aime quand même un peu là, cette idée-là. Par contre, ce que j'aime peut-être pas à partir de ce moment-là, c'est qu'on nous rajoute quelque chose comme 10 personnages. Je parlerai pas bien de la plupart des personnages là-dedans. Même s'il y a des acteurs là-dedans, là, dans le premier rôle, là, il y a Liam Neeson là-dedans, il y a Robbie Coltrane qui vont devenir probablement là, les acteurs les plus reconnus là, dans toute cette production-là. Ils servent pas à grand chose. Il y a plusieurs autres personnages au travers de tout ça que on va lui donner des moments qui meurent, mais c'est quasiment ça. Ils vont être définis par leur moment de décès plutôt que leur personnage en tant que tel. Il va peut-être avoir un petit peu plus de temps qui va être apporté au personnage de Keegan là, qui est interprété par Liam Neeson. Plus tard on va voir là, que c'est un coureur de jupons, qu'il y a plusieurs femmes un peu partout. Mais à part de ça, il y a des petits moments pour chacun pour un peu qu'on ait un peu une idée qui sont, mais il y a trop de personnages. Ça fait penser un peu à c'est ce que j'avais reproché aussi, je pense bien là, à Conan le Destructeur, là, le deuxième film, qu'il y a juste trop de personnages. Sauf que le film d'aujourd'hui, par contre, il va avoir quand même les couilles de tuer les personnages. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir donner vraiment au film aujourd'hui, que à quelque part, si tu introduis des personnages, ben, tu sais, à quelque part, il faut que tu fasses le tri, puis que tu fasses un peu de ménage, puis, tu sais, dans la le dernier 20 minutes du film, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, là, la plupart de toute cette gang-là là, vont se faire tuer là, d'une manière ou d'une autre. Mais, tu sais, c'est pas juste à la fin. Tu sais, ils vont se ramasser dans un genre de marécage un peu plus loin, puis il y en a un qui meurt là, puis après ça, ben, tu sais, même, il y a les chevaliers là, qui vont les poursuivre un peu au travers de ça, puis, tu sais, il y en a un autre qui va se faire tuer au travers de ça. Ils vont rencontrer aussi un genre d'autres magiciens, là, Seer, puis ils sont comme son associé, quelque chose de même, là, Titch,
Mitch, qui est un jeune enfant, qui vont se joindre à eux autres, que lui, dans le fond, il a comme un peu une vision là, pour les guider, pour qu'ils continuent un peu leur chemin. Mais Sear va se faire posséder là, quelque chose comme la scène suivante, puis lui aussi, là, il va rejoindre la faucheuse, ça sera pas trop long. Et je trouve que, tu sais, il essaie de construire, il donne beaucoup d'idées un peu, puis tu sais, ils ont pas peur de faire mourir des personnages. Ça reste que c'est intéressant dans ce sens-là, sauf que, tu sais, c'est comme un peu, je veux pas dire redondant, parce qu'il essaie de changer quand même au moins un peu les endroits. Tu sais, il essaie de quand même avoir un peu la diversité, mais ça, c'est quand même tout un bloc là, de 1 heure du film. Là. C'est comme toute la pièce centrale, dans le fond, là, de juste comme le chemin. Puis, tu sais, c'est sûr que ça fait le film. C'est ça, en bout de ligne. Là, c'est pas mal pas la destination. On concentre sur qu'est-ce qui est pas mal le film, le monde fantastique qui crée. Tu sais, c'est là où on peut voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent créer comme univers. Puis, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a introduit le côté spatial au tout début du film. On est dans l'espace, puis que, tu sais, ça aurait été là un peu, peut-être, un peu comme dans Star Wars, que, tu sais, on pense peut-être un peu devenir, tu sais, on peut donner l'idée qu'on peut devenir un peu plus grand. Tu sais, tu peux pas arriver au premier acte, au début, dire que, tu sais, c'est une histoire qui se produit sur plusieurs planètes, des affaires de même, puis après ça, tu te fais juste atterrir sur une planète, puis ça finit là. Tu sais, imaginez R2D2 et C3PO qu'ils tombent sur Tatooine, puis que toute l'histoire se déroule sur Tatooine à la suite de tout ça, puis que peut-être au pire, à la toute fin, ils rencontrent Luke Skywalker, tout se passe sur Tatooine, puis qu'il se trouve toute une bande de rebelles sur Tatooine, puis que à la toute fin, peut-être au dernier acte, qu'ils embarquent là, dans les X-Wing, puis tous les autres vaisseaux, puis qu'ils vont attaquer là, l'étoile de la mort à la toute fin, ou le Star Destroyer qui est là en haut de la planète. Il manque quelque chose. Avoir un peu des éléments qu'on peut essayer de grossir l'univers, parce que on a établi que c'était un grand univers. Il aurait fallu peut-être un peu de ça, mais c'est ça. On choisit de pas mal rester là, sur la planète Crawl. Ça s'appelle Crawl. OK, c'est beau, mais c'est... Il y a quelque chose là. Il y a un élément qui manque quelque part. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, on voit la princesse qu'elle est enfermée, puis que c'est ça, est dans la forteresse, puis il y a la bête là, qui fait des yeux, puis qui essaie de la séduire. Il va essayer là, de la séduire avec de l'argent. Il va prendre la forme de Colwyn. Il va essayer un peu tout là, pour gagner son cœur. Puis dans le fond, là, qu'elle soit consentante. En tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est ça un peu l'idée là, du conte de fées en bout de ligne. Là. Fait que j'ai pas vraiment de problème là, avec cette partie-là. C'est ce que c'est. C'est juste que, comme le grand machin qui veut dominer le monde, puis c'est aussi niaiseux que juste marier là, la princesse. C'est farfelu comme idée, mais c'est ça. Ça fit dans un conte de fées. Fait que j'ai pas de problème avec vraiment cette idée-là. Ben c'est ça. En bout de ligne, par contre, ce qui va être plate, c'est ça que parce qu'on veut fitter dans un conte de fées, c'est que la princesse, elle fera pas grand-chose en bout de ligne, à part offrir son cœur à Colwyn à la toute fin, puis garder son cœur pour Colwyn tout le long du film, puis même s'il est séduit par toutes les rats, puis des affaires de même là, pendant le film, là, dans le fond, la bête essaie de la séduire, mais ça marche pas du tout. Elle a juste des yeux là, pour Colwyn, elle s'en fout du reste. Là. Il est quand même intéressant de noter que l'actrice, là, elle a été doublée tout le long de la production. C'est vraiment quelqu'un d'autre là, qui fait la voix du personnage. Je sais pas exactement pourquoi, là, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû parler tantôt, là, mais en tout cas, c'est quelque chose que je viens de repenser. Fait que la fin du deuxième acte se termine pas mal, là, où une fois que Sear qui se fait tuer, dans le fond, on a Inir, là, qui lui, il a comme le plan B pour pouvoir savoir où ce que
la forteresse, elle, où ce qu'elle va apparaître. Fait que ce qui il connaît, là, dans le fond, là, il est en relation avec une dame, là, il y a plusieurs années de ça. Puis que dans le fond, ben, dans le fond, ça le force. Là, c'est comme un peu son moment là, d'acteur. Dans le fond, là, c'est son moment dans le film qui a quelque chose à apporter. Puis que lui, dans le fond, là, il va suggérer là, d'aller trouver là, la veuve là, de la toile. C'est comme ça qu'on l'appelle, traduction libre en français. Là, mais c'est ça, tu sais. Elle, dans le fond, c'est ça, tu sais. Ben, Ynir va devoir passer au travers là, comme tout un chemin là, tout plein de toiles d'araignées, puis que finalement, ben, il y a une grosse araignée géante albinos transparente au travers de ça. C'est un petit peu dégueulasse, mais on met pas peut-être assez d'emphase là-dessus. C'est sûr que je pense pas qu'on pourrait essayer de faire l'araignée plus épeurante qu'elle l'est déjà. Là. Un araignée, c'est un araignée, c'est sûr, puis albinos transparente, c'est pas très très beau à voir. J'aimerais pas ça croiser ce genre de créature-là sur ma route de toute façon. Mais c'est ça, on essaie de mettre un peu là, de suspense là-dedans. Là. C'est vraiment le seul bout où on donne un peu de temps là, autre qui n'est pas à Colwyn. C'est vraiment comme un peu son moment. Peut-être qu'on lui devait ça parce que c'était le premier personnage qu'on a vu au tout début. Puis que là, ben, il y a un petit moment à part qui va aller rejoindre le personnage là, de Lisa, qui s'appelle pareil comme la princesse. Puis ils vont nous parler de ça. J'essaie de comprendre un peu dans le film pourquoi qu'ils ont le même nom. Est-ce que c'était l'ancienne, je sais pas, l'ancienne princesse qu'elle a maintenant gardée là, dans le fond là, comme reclus du monde. Dans le fond, elle est reclus du monde à cause que elle se sent mal parce que dans le fond ils se sont laissés autrefois, puis que pendant que se sont quittés, elle est enceinte d'un enfant, puis que finalement, ben, il a tué. Elle a tué son enfant parce que elle pouvait pas le tuer. Quelque chose de même, en tout cas. C'est vraiment tordu. La manière que c'est vraiment là, balayé sur le tapis là, de Ynir. Dans le fond, lui, il y a une mission peut-être plus importante là, dans la grandeur des choses, peut-être. Mais tu sais, c'est pas grave de tuer notre enfant. Là. Je veux dire, je pouvais pas savoir tout ça. Fait que je peux pas être fâché pour quelque chose que je savais pas. C'était un petit peu. C'est vraiment ridicule à quelque part là, comme idée. Comme je dis, je vais laisser ça passer comme idée par rapport que lui il doit juste un peu garder la tête froide dans le fond pour la quête principale. Puis quelque part, ben, il va peut-être un peu la manipuler dans cette idée-là pour parce que elle avait le cœur brisé dans tout ça. Puis en tout cas, fait que c'est un petit peu bizarre un peu là, toute cette relation-là. Ben c'est ça, à quelque part, il va se sauver de là. Elle va avoir comme un peu posé le temps. Poser le temps, c'est juste l'araignée. Elle va comme pas bouger pour un certain temps, mais même avant que, elle va mettre un sablier, là, puis même avant que le sablier soit vide, l'araignée peut commencer à bouger. Je l'ai pas tout à fait compris, là, mais je pense que l'araignée, finalement, elle va tuer. Elle va aller tuer le personnage là, qui est joué là, par Francesca Annis. Que elle aussi, c'était peut-être l'autre actrice qui était reconnue là, dans toute la production. Elle avait joué dans un film là, de. Roman Polanski, là, le film là, de Macbeth, là, dans le fond, l'histoire de Shakespeare. Là. Fait que c'est ça. En tout cas, je veux dire, ça avait fait un peu sa renommée, là, mais l'actrice est encore active jusqu'à récemment. Là, elle n'a rien de 2022-2023, mais jusqu'à 2020. Là, en tout cas, elle est encore actrice, mais c'est ça. À quelque part, là, comme j'ai dit, là, c'est une actrice que j'ai vue quelques fois par la suite là, dans certaines productions. Là. Elle va avoir joué avec justement l'acteur qui fait Ynir là,
quelques années plus tard là, dans le film de Dune, pas le Dune récent, là, mais le Dune là, de 1984. Mais c'est ça. Fait que elle, dans le fond, elle va avoir dit à Ynir là, que la forteresse là, elle va être dans un tel désert qui est genre là, bord de la planète. Jusqu'à l'aube le jour d'après. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ça donne un peu un point là, pour pouvoir se diriger vers la faille. Ça a l'air que quand Ynir se sauvait de là, initialement, là, où ça a été coupé au montage, que Colwyn devait aider Ynir à se sauver de l'endroit, mais ça a été coupé, où ce que je veux dire, Ynir est capable de sortir par lui-même là, de toute la grotte avec l'araignée. Mais c'est ça, dans le fond, là, ça va être pas mal la fin là, du personnage de Ynir à cet endroit-là, où ce que dans le fond, tout son temps, c'est encore une métaphore avec dans le fond, il y a du sable, le sable du sablier là, dans ses mains, puis dans le fond, à force de bouger, ben, le sable se sauve, tombe de ses mains, là, il n'est pas capable de le contenir au complet là, dans ses mains, puis il n'arrête pas de le perdre, puis c'est comme la métaphore qui ça fait un sablier d'un côté, puis quand il n'y a plus de sable, ben sa vie elle termine là. Mais je peux pas dire que ça me fait quelque chose. Peut-être que en étant enfant, c'est peut-être que ça pouvait plus me toucher parce que en tant qu'adulte, des fois on a le fait là, d'être les enfants là, des fois ils vont voir quelque chose, c'est plus court, mais c'est plus long pour eux autres. Puis nous, ben des fois que ça passe trop vite, des fois comme quand eux autres ils vont voir un film là, de 2 heures, ça va être vraiment trop long. Puis nous autres, ça va passer plus rapidement là, dans un 2 heures. Mais c'est toute une question là, de temps d'attention que les enfants là, sont comme concentrés. Puis c'est comme ça s'élabore tout simplement. Là, mais c'est ça, moi en tant que tel, c'est le revoyant ce film-là dans un âge trop vieux, ben je trouve que je comprends, ils font leur job, on comprend que c'est triste que le personnage est mort, mais il manque un petit peu là, de temps là, parce qu'il y a eu vraiment juste un trop gros casting. Dans le fond, nos personnages, là, c'est ça, un peu pour leur avoir donné un peu de temps. Là, ils ont supposément arrêté un genre de village où le personnage de Keegan, là, qui est interprété là, par Liam Neeson, ben, c'est ça, dans le fond, c'est là qu'on pouvait savoir qu'il y a plusieurs femmes un peu partout. Mais c'est ça, dans le fond, ils disent qu'ils arrêtent un village, mais dans le fond, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien du tout. Il y a juste comme 2-3 personnes qui se joignent à eux autres là, pour peut-être l'espace d'une nuit ou quelque chose de même, là, mais qui disparaissent là, le lendemain. Là. Fait que c'est ça. C'est quelque part là-dedans, ben, c'est ça. On avait vu le personnage de Seer tantôt qui avait été capable, qui s'était fait posséder. Puis que dans le fond, ben, il y a une autre femme là, que elle a essayé d'approcher Colwyn. Puis que puisque Colwyn a un cœur juste pour Lisa, ben, dans le fond, elle va être rapatriée là, par la bête et tuée sur place. Alors, nos personnages savent leur destination, mais sauf que Cyclops, ben, son temps est arrivé, il sait qu'il va mourir, puis dans le fond, il peut pas les suivre parce que sinon, ben, son destin ne sera pas accompli, puis dans le fond, il va aller en enfer, quelque chose de même, là, puis fait qu'il doit rester sur place, puis dans le fond, là, mourir, parce que c'est ça, il peut pas les suivre. Il va suggérer, par contre, là, de prendre là, des genres de chevaux de feu, là, puis qui peut aller là, genre quelque chose comme 150 000 à l'heure, là, puis pour pouvoir les faire toute la distance qu'ils ont à faire. Puis c'est ça, à quelque part, là, ben, c'est comme tout, ils vont passer au travers là, de plusieurs paysages avec. C'est sûr que ça paraît là, un peu avec les effets spéciaux. Là, je ne suis pas en train de dire là, que c'est la haute technologie, mais ça se voit quand même là, qu'ils essayaient de faire beaucoup d'affaires dans le côté visuel. Il essayait, honnêtement, ça faisait plus penser quasiment au Père Noël, puis c'est les reines, là, puis en tout cas, le Père Noël, quoi. Puis, dans le fond, est-ce que ça faisait une trail pendant qu'ils sont dans le ciel, puis tout ça, puis dans le fond, ils peuvent aller n'importe où, là, en tout cas, c'est tout en feu, puis tout ça. En tout cas, c'est complètement ridicule, mais c'est ça que ça me faisait passer rendu là.
Mais c'est correct, ça rajoute à l'univers de qu'est-ce qu'on a un potentiel de faire si on fait un deuxième film. Fait qu'il se ramasse dans le fond là, où la forteresse noire, puis là, quand ils arrivent au pied, ils se font attaquer là, par de haut par les chevaliers, puis dans le fond, là, ils sont pas capables de monter, mais vraiment, Cyclops a changé d'idée. Dans le fond, là, il vient quand même à leur rescousse. Lui, dans le fond, c'est ça, il est intuable. Je veux dire, on tire dessus, puis ça fait absolument rien. Finalement, on va avoir quand même là, sa fin où ce que lui va être il va quand même aider là, tous nos héros là, à rentrer là, dans la forteresse, mais la porte va y fermer dessus. Honnêtement, je pensais pas que c'était sa fin à cause de justement ce que je me rappelais du film. Moi, je pensais qu'il réapparaissait là, pour un dernier coup là, à la toute fin. Une fois qu'ils sortent de la forteresse, je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre qu'il allait avoir là, à la suite de ça. Mais finalement, c'est ça. C'est pas mal sa fin. Il reste, il se fait écraser dans la porte d'entrée. Puis il fallait avoir quelque chose là, de bien massif, là, je pense, pour tuer le personnage. Mais c'est ça, fait que. Éventuellement, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, la plupart de toute la bande je les appelle les mercenaires, là, ils vont tous mourir dans les scènes là. On a le personnage de Ron qui est joué là, par Robbie Coltrane, que vous pouvez peut-être connaître là, parce qu'il a joué là, dans beaucoup des Harry Potter. Il est mort, je pense, l'année passée, quelque chose de ça même. Là. Moi, je le connais parce qu'il fait le personnage de Valentine là, dans la franchise là, des James Bond, mais c'est ça. Je veux dire, c'est un acteur quand même là, qui a un bon résumé. C'est ça, lui va mourir au pied là, de la forteresse. Quand il va rentrer dans la forteresse, Keegan, lui, va mourir parce qu'il va, il va faire le bodyguard pour sauver le personnage de Torquil. Excusez, puis c'est ça, dans le fond, il va se faire tuer, puis ça va finir là pour lui. Il va dire c'est quelle femme qu'il préférait, là, du côté, il va quand même un peu rester romantique, là, en disant là, que la dernière femme là, c'était la femme de sa vie, mais c'est ça, il va mourir là. Puis il y en a plusieurs au travers de ça là, qui vont juste mourir là. Aussitôt qu'il arrive en rentrant, il y a comme un pont, puis il y en a un qui tombe. Il y a des chevaliers au travers là, de la forteresse. Il y en a qui vont les tuer. Il y a un bout, je trouve que c'était vraiment cool. Là, par contre, là, c'est quelque chose qui a été construit là, sur un plateau, bien sûr. Mais où est-ce que le plancher va comme il va pas s'affaisser, il va comme se séparer. Puis dans le fond, on a Titch et Ergo qui vont tomber dans la crevasse, puis ils vont se ramasser en bas, puis il y a des chevaliers qui vont venir comme les ramasser pour les exécuter. Puis éventuellement, Ergo va se transformer en tigre, puis dans le fond, tuer les chevaliers, puis il va se faire blesser. Puis, en tout cas, j'ai jamais vu là, dans les deux visionnements, là, j'ai pas vu quand est-ce qu'il se fait blesser, mais il se fait blesser au travers de ça, mais quand même, là, il a réussi à sauver Titch. Titch, je n'ai pas vraiment parlé, là, il apparaît avec le personnage de Seer. C'est un jeune enfant, dans le fond. Là, je pense aussi c'est peut-être notre personnage point de vue, là, si maintenant on est enfant, dans le fond, c'est pour se sentir un petit peu sur place. Là, je pense que c'est un peu pour rajouter ça. Avec la dangerosité là, de l'univers, pourquoi tu gardes un enfant avec toi, c'est peut-être pas le meilleur choix là, en tant que tel, sans dire qu'ils sont pas nécessaires, mais le personnage de Titch ne fait absolument rien là, dans tout ce film-là. Mais en revenant à le plancher là, qui se sépare, on a Colwyn qui descend aussi dans la crevasse pour essayer là, de rescaper là, les deux qui sont tombés, mais finalement, il essaie de monter. J'aime quand même le plan que c'est en train de refermer, puis j'angoisse un petit peu sur le fait est-ce qu'il va se faire coincer ou pas, parce que je veux dire, c'est mécanique, c'est pas de CGI là, où ce qui bouge le plancher, là, c'est mécanique, ça bouge, là, en tout cas, j'imagine qu'il y avait quand même un côté qui devait être sécuritaire un peu, parce que il passe vraiment là, pas loin là, de se faire écraser, là, mais c'est ça, en tout cas, je trouve cette séquence-là là, peut-être
je sais pas si c'est bien fait avec un point d'interrogation, sécurité douteuse. Mais c'est ça. Fait que j'aime quand même l'idée puis la manière que c'est construit. Là, c'est comme vraiment tout bien construit. C'est ça dans le fond. On peut arriver puis juste se plaindre sur de qu'est-ce que ça a l'air là, avec des yeux de 2023. Mais c'est pour le temps. Si on recule, là, il y a exactement 40 ans de tout ça, ben c'est quand même tout qui ont fait ça à la main, là, tout ce qu'on voit, le plancher qui se sépare. Fait que, tu sais, c'est quand même une grosse production. Puis même là, si on regarde le Retour du Jedi qui est sorti la même année, ben, il a été fait pour à peu près 10 millions de plus cher que le film d'aujourd'hui. Tu sais, il a été fait là, pour environ 35 millions. Qui dans le fond, là, c'est peut-être quelque chose comme un tiers de plus de budget, mais tu sais, c'est très ambitieux là, comme chose qu'on apporte aujourd'hui. Là. Alors éventuellement, sont pas mal tous séparés. Il y a Colwyn qui est dans son bar. Titch et Ergo d'un autre bord, puis on a Torkil, puis 2-3 autres mercenaires qui restent avec lui, puis il tombe dans une genre de fosse où il y a genre des piquants qui sortent du mur, puis ça les tue, pas tout au complet, là, mais tu sais, c'est une scène qui est quand même assez, je trouve, ben, je veux pas dire stressant, mais tu sais, qui a été repris là, dans le film d'Indiana Jones et le Temple maudit, là, quelques années après, mais qu'il n'y a pas de mort là, dans le film d'Indiana Jones, mais dans le film aujourd'hui où les piquants qui sortent, ben, ils rentrent tranquillement là, dans un des mercenaires, puis je veux dire, ça le tue éventuellement. C'est quand même assez je trouvais ça quand même ben, je veux pas dire traumatisant, mais c'est juste le fait, c'est juste tranquillement, avec un autre ben, avec un visuel aujourd'hui ou avec peut-être un autre musique un petit peu moins horrique par-dessus, on aurait pu faire un peu des moments le plus sombres avec ça, mais je veux dire, c'est juste que la manière que c'est fait, c'est fait comme gratuitement un peu, puis c'est comme je me dis, ben, les personnages meurent de même, tombent comme des mouches. Peut-être que ça aurait été le fun de voir un personnage plus qu'on tient. Qui meurt tranquillement tout ça, je pense que ça aurait été un peu plus émouvant. Peut-être que Torkil qui est peut-être le chef de la bande qui aurait dû mourir, dans le fond il se fait juste comme il y a quelque chose qui rentre dans lui, mais ultimement là, ça va pas mettre fin à sa vie. Ben c'est pas mal là où la plupart de tous nos personnages arrêtent. Lui, Colwyn, ben c'est ça, il arrive finalement à l'endroit où ce que Lisa, elle est gardée prisonnière. C'est là qu'il va sortir le glaive, puis dans le fond, là, il va comme le lancer, puis ça va faire comme une circulaire, puis ça va comme créer une porte d'entrée, dans le fond, pour la laisser sortir. Bien sûr, la bête, elle aime pas ça, puis c'est comme le moment où on se sert du glaive, puis dans le fond, c'est à ça que ça servait. En bout de ligne, là, c'est pour la laisser sortir, puis finalement, pour qu'il puisse se battre contre la bête. La bête va sembler se faire tuer là, juste avec la première attaque du glaive, puis elle va tomber à terre. C'est comme si, dans le fond, le glaive, c'est comme un peu un boomerang. Normalement, il serait supposé de revenir, mais il revient pas. En bout de ligne, on l'avait vu en train de faire une circulaire puis d'ouvrir une porte. Pourquoi qu'il n'a pas carrément sectionné la bête en deux? Pourquoi que, en tout cas, ça c'est juste pour qu'on ait peut-être une suite au combat. Mais c'est ça qui est plate parce que la bête est trop grosse. Fait que on peut jamais avoir vraiment un vrai combat. Puis ça se fait juste comme par des effets visuels. Je comprends que on essaie de justement en mettre plein la vue à l'auditoire, mais aux téléspectateurs plutôt, mais c'est ça, à quelque part, si on n'est pas capable de livrer la marchandise, je pense qu'il faut essayer de baisser le cran un peu, parce que là, c'est comme à quelque part où justement, ils vont se lancer des affaires, puis ça va être la deuxième prise du combat, parce que là, évidemment, le glaive l'a pas tué, fait que dans la deuxième partie, ça va être la même affaire, c'est juste que Colwyn va se mettre à lancer du feu, parce que là,
vont avoir réalisé que la manière de battre la bête, c'est dans le fond là, d'affirmer l'amour qu'il y a entre Colwyn et Lisa, et que finalement ben, sont capables de juste, il est capable de produire du feu puis juste lancer du feu. Fait qu'il y avait techniquement peut-être jamais besoin là, du glaive. Peut-être que avec le feu il aurait pu juste comme brûler là, une porte d'entrée là, pour pouvoir libérer Lisa. Je sais pas, c'est juste les deux ensemble qui produisent du feu. On avait vu une scène là, similaire à ça au tout début là, où ils étaient capables avec leur chimie là, techniquement il faut le dire, c'est hot peut-être là, ils ont le feu ensemble là, je sais pas là, on peut dire toutes sortes là, de niaiseries là. Mais c'est ça, à quelque part, ben, ça met fin à la bête. Puis après ça, ben la tour commence, ben pas la tour, mais la forteresse commence à tout s'écrouler avec la mort de la bête. Puis dans le fond, ben, nos personnages doivent sortir de la forteresse. Puis ils se ramassent dans le champ à l'arrière. Puis dans le fond, on a une petite finalité entre les personnages où comme j'ai dit tantôt, là, Thorkill qui décide là, de garder quand même là, ses bracelets, là, même si il pourrait se faire libérer de ça. En tout cas, moi, personnellement, là, c'est bien le fun. Là, je garderai dans mon sac comme souvenir, là, au pire des cas, là, mais je veux dire, j'aimerais bien retrouver là, mes poignets. Je sais pas, ça va mal dans la douche. Fait que le film finit pas mal là, où il y a encore le narrateur du début qui nous affirme là, que l'histoire va continuer comme un conte de fées, puis qu'ils vécurent heureux et eu au moins un enfant, et que cet enfant-là a régné là, sur le monde de Krull. Alors, en conclusion, ben, c'est un film, comme je dis, c'est quasiment le premier visionnement au film. Les deux visionnements, je les ai fait quand même beaucoup espacer. Dans le fond, je l'avais écouté il y a à peu près 2 semaines de ça, suite au dernier enregistrement. Je l'avais écouté là, tout de suite après. Et finalement, ben, j'ai mis ça sur pause pour pouvoir mieux créer là, l'épisode de la semaine passée là, du 5e anniversaire. Là, même si je l'avais enregistré d'avance, ben, j'étais un petit peu en retard dans ma production. Fait que il a fallu que je fonce un peu là, pour essayer là, de construire l'épisode là, du 5 ans, puis aussi l'entrevue, là, puis en tout cas, tout créer ça alentour, retrouver tout dans mes archives là, des affaires, là, en tout cas, tous les bonus que vous pouvez entendre là, dans l'entrevue. Là, j'espère que vous avez remarqué, là, ceux-là qui ont écouté là, l'entrevue de 5 ans, les Easter eggs que je vous ai rajoutés, qui sont tout appropriés au podcast, bien sûr, là, mais dans le fond, juste un podcast qui n'a jamais été terminé, puis que bien sûr qui a été reformaté et refait avec Terreur sur le pod, là, avec le premier podcast là, de Scream là, que j'avais fait, là, qui est totalement autre chose là, que ce que le podcast est devenu. Puis c'est ça, tout en arrière où ce que j'avais juste mis les chansons originales là, que j'ai utilisées, que j'ai juste coupé, que vous entendez juste des petits bouts, là, mais si vous écoutez en arrière, ben c'est c'est les chansons là, que j'ai utilisées là, originalement, puis que j'ai juste recoupé, c'était des vieux démos, là, mais en tout cas, ça c'était dans le show de 5 ans. En tout cas, j'ai tout quand même remonté ça, puis retrouver là, dans mes archives là, toutes les affaires, là, ça a quand même demandé beaucoup. Là. Mais c'est ça, c'est fait que la distance des 2 semaines quand même m'a donné que quand j'ai réécouté là, le film là, en prenant mes notes hier soir, ben ça m'a donné un peu c'est comme si ça m'a pas donné de nostalgie là, mais au moins j'avais un petit peu plus à quoi m'attendre, puis ça avait eu le temps un peu là, de rentrer dans mon système, puis j'ai apprécié beaucoup plus là, mon deuxième visionnement. J'aurais pas donné un rouge au film. Je vais lui donner la même note, mais plus, je veux dire, confiant là, dans mon jugement du film. Le film, je vais lui donner un jaune. Je peux pas vraiment donner là, un vert au film. Ça reste un film culte, peut-être un genre de guilty pleasure. Un film que, si maintenant j'aurais été sur ma note quand je l'ai écouté la première fois, puis j'aurais
j'aurais fait le podcast tout de suite après, j'aurais pas été capable de dire qu'est-ce que je vais dire là. Ben, je vais probablement réécouter le film d'aujourd'hui avant de réécouter, mettons, un film comme Conan le Destructeur, que je pense que j'ai même donné un verre, là, mais en tout cas, je veux dire, en tant que tel, je trouve qu'ils ont plus de couilles à faire que des choses dans le film aujourd'hui. Puis, c'est ça, c'était un petit peu aussi avant Conan le Destructeur, je pense qu'il était de 1984. Puis, certains autres films, en tant que tel, je trouve qu'au moins, ils ont essayé de faire des choses. Problème avec le film, vraiment le gros problème, je pense, c'est que sont très ambitieux. Ils essaient de mettre vraiment beaucoup d'affaires, puis j'en ai parlé tantôt. Ils nous mettent que c'est, dans le fond, c'est quelque chose qui peut se passer d'interplanétaire, mais qu'en bout de ligne, on reste juste collé à la planète Krull. Je comprends que c'est le nom du film, mais on n'avait pas besoin d'appeler ça le film Krull. Ça aurait être Krull and the Universe of Madness ou n'importe quoi, là, juste au moins que ça se passe un peu. C'est sûr que ça aurait fait un peu plus Star Wars. Il y en a beaucoup d'affaires là, par la suite aussi qui on se prenait de planète en planète, mais c'est ça qu'on nous établit. On n'était pas obligé de nous montrer l'affaire interplanétaire. Ça aurait pu être juste le château, la forteresse qui se promène sur la planète Krull tout le temps, puis qu'ils ne savent pas. Mais là, c'est ça, on nous établit que ça vient de l'espace. Mais c'est ça, c'est un petit peu quelque chose qui nous ont déjà. Ils se sont. Qu'on nous a comme peut-être promis d'un côté, peut-être promis pour une suite, mais c'est ça, à quelque part, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas dans le film aujourd'hui, puis en même temps, ben, qu'il n'y a pas de suite, il n'y a rien qui s'est fait. Je serais pas surpris qu'éventuellement on décide de faire un genre de remake dans le film du film aujourd'hui. C'est sûr qu'on est 40 ans plus tard, mais c'est pas quelque chose qui était demandé. Mais c'est ça, en même temps, ben, qu'est-ce qu'on a vu aussi avec les films cultes qui essaient d'être faits, puis en pensant que ça va faire de l'argent, ben, souvent ça tombe à l'eau. Si ça a tombé à l'eau dans le temps, ben, ça va probablement retomber à l'eau aujourd'hui, mais je vois un gros potentiel quand même si c'est du Star Wars recyclé ou c'est du Excalibur que j'ai pas vu, là, mais en tout cas, c'est ce que je peux lire. Là. Peut-être qu'il faudrait que j'écoute Excalibur. Peut-être que je l'ai vu aussi, puis en écoutant le film, je vais me rendre compte que j'ai vu. Puis peut-être qu'il y a un Cyclops là-dedans, puis que finalement, il y a le Cyclops meurt à la toute fin, ou qu'il revient à la toute fin. C'est peut-être que je mélange tout ensemble. Mais c'est ça, à quelque part, ça me donne envie, par contre, d'essayer de trouver le film d'Excalibur, puis juste voir un peu qu'il est mieux noté, là, mais ça veut pas dire que c'est mieux noté que c'est un film là, qui va être nécessairement mieux, là, c'est tout simplement. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment le problème de Krull, c'est que quelque part, il est ambitieux. On le voit visuellement qu'il essaie de faire des choses. Visuellement, j'aime quand même qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est vraiment ambitieux. C'est juste que le problème, c'est qu'ils ont tous tellement été ambitieux qu'ils n'ont pas réussi à répondre à tout ce que donner toute la marchandise de qu'est-ce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire. Fait que contrairement à Star Wars, qu'ils ont vraiment comme mis le paquet, ils ont montré qu'ils pouvaient faire plus. Puis tu sais, je parle de l'espace, là, mais c'est pas juste l'espace, là. C'est vraiment comme tout l'univers à quelque part. Tu sais, ils l'ont élaboré, mais ils ont laissé tomber des choses. Peut-être qu'ils auraient pu montrer un peu aussi là, le côté là, de la bête, tu sais, comment qu'ils sont, c'est des tyrans de qu'est-ce qu'ils montrent. Tu sais, on a juste un peu quelques images au tout début, puis on n'a plus rien vers la fin, puis c'est ça, tu sais, les images surimposées vers la fin, ça tombe en morceaux. Tu sais, il y avait encore de l'espace, là. Surtout que, tu sais, on essaie de nous établir que la bête est énorme. Ben, ils devaient réussir à porter là, ce monstre-là. Tu sais, ils l'ont fait avec King Kong là, quelques années avant, là, en 1976, là, le film avec Jeff Bridges. Puis, je crois, moi, en tout cas, peut-être parce que je l'aime beaucoup, là, le film de King Kong 76, là, avec Jessica Lange et Jeff Bridges. Là, peut-être que, tu sais, je pardonne beaucoup d'affaires à ce film-là. Pour ça, mais moi je crois quand même au gorille qu'on voit à cette partie-là. Oui, c'est un gorille c'est un homme dans une soute, pareil comme que la bête, c'est
c'est un homme dans une soute, mais qu'on aurait dû trouver une manière puis utiliser la même technologie, je sais pas, pour essayer de faire un combat, ça serait, je veux dire, c'est ça qu'on nous a établi tout le long du film, que la bête est énorme, puis que dans le fond, Colwyn va devoir se battre contre, mais en bout de ligne, ça se fait à distance, puis on fait juste se lancer des sortilèges. Fait que ça tombe très à plat là, comme finale. Fait que c'est ça le problème du film, mais ça reste que c'est quand même un film là, qui était le fun à redécouvrir là, pour le podcast. Alors c'est pas mal tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je vais faire un autre film seul, film qui a été demandé. Là, c'est un film avec Jake Gyllenhaal, le film Nightcrawler, film que j'ai pas vu, film que j'ai entendu parler à quelques reprises, mais que qui est comme toujours, ça n'a jamais été vraiment le temps. C'est pas un film que nécessairement, là, je ne peux pas croire que c'est un film que j'avais hâte de voir, quelque chose de même. Là, c'est juste, j'ai bien entendu parler. C'est juste comme jamais à donner là, qui tombe vraiment sur mon radar puis juste un film à écouter, fait que ça va être quand même intéressant parce que c'est ça, c'est généralement les films avec Jake Gyllenhaal, c'est des bons films, sont quand même un peu plus je veux pas dire cérébral là, mais je veux dire c'est pas tout là, des chefs-d'œuvre. Il y a des films là, que justement qui s'en va peut-être trop dans l'action, ça tombe un petit peu à plat, mais à part de ça, c'est un acteur que normalement il choisit bien ses projets. Fait que on va parler de ça là, la semaine prochaine. Sinon, n'hésitez pas à commenter là, la publication d'aujourd'hui. Retournez sur le site de premiervisionnement.com si mettons c'est la première fois que vous écoutez le podcast aujourd'hui, voir toutes les rétrospectives qui ont été faites par le passé et tous les films simples qui ont été faits là, sous l'onglet Film seul. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, à chacun sa destinée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.